Et nous enchaînons à présent avec marché à thème, un marché à thème consacré aux monnaies numériques de banque centrale. Quel est le niveau d'avancement des banques centrales donc en matière de monnaie numérique? Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Pauline Adam-Calfon. Bonjour Pauline Adam-Calfon. Bonjour. Vous êtes associée responsable de l'activité blockchain et crypto chez PwC France et vous avez édité récemment la deuxième édition d'un baromètre justement sur le sujet de l'avancée en matière de monnaie numérique d'un certain nombre de banques centrales. Vous étiez déjà venu présenter la première édition dans Smart Bourse. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a l'impression que le sujet monnaie numérique anime une majorité de banques centrales, 80% si je ne dis pas de bêtises. Exactement. C'est ce qu'on voit dans votre étude. Mais où en sont ces banques centrales? Est-ce qu'on va voir un jour une monnaie numérique mise sur le marché? Et on voit déjà les monnaies numériques mises sur le marché. Donc c'est effectivement un sujet qu'on suit de près chez PwC. Donc comme vous le disiez, c'est la deuxième édition parce que c'est un sujet majeur qui touche en fait à l'ensemble du tissu économique. Donc en fait, on voit deux types de monnaies numériques de banques centrales. Celles qu'on appelle les retail, CBDC, qui sont en fait des monnaies qui peuvent servir à payer. Et typiquement sur ce type de cas d'usage, en fait, il y a déjà des monnaies qui existent. Là, on peut noter en fait l'apparition en fait de la monnaie numérique de banque centrale du Nigeria. Qui est fonctionnelle, qui est utilisée au Nigeria. Qui est fonctionnelle en fait. À la fin de l'année 2021, on avait 700 000 wallets qui a été téléchargés. Et d'ailleurs, on peut noter que ces téléchargements venaient de 160 pays différents. Donc on voit bien que ça correspond en fait à un cas d'usage d'inclusion en particulier pour toute cette population qui est en diaspora et qui va finalement envoyer de l'argent à la population qui est restée sur place. Et donc c'est vraiment un vrai outil aussi d'inclusion et en particulier pour toute la population qui n'est pas bancarisée. Mais donc c'est une monnaie nationale émise par la Banque centrale du Nigeria, mais c'est une monnaie numérique donc basée sur une technologie blockchain, c'est ça? Exactement. On en avait parlé puisqu'elle a été émise un an auparavant en fait aux Bahamas. En fait, on a le Sand aussi qui est émis. Et puis celle dont on parle beaucoup qui est le Digital Yuan en Chine. Bien sûr. Où là on a des volumes qui sont beaucoup plus importants. Les fin 2021, c'était à peu près l'équivalent de 14 milliards de dollars de transactions qui passaient par le Digital Yuan, qui est présent dans 12 provinces en Chine. Donc ça, c'est effectivement les banques centrales les plus avancées. Je vois qu'il y en a également en Thaïlande, en Uruguay. Alors effectivement, hormis la Chine, en matière de grandes banques centrales, effectivement, on n'en voit pas encore au niveau européen ou on n'en voit pas encore aux États-Unis. Mais donc, on voit toutes ces monnaies numériques déjà utilisées. On a des retours sur l'utilisation. Vous nous avez dit effectivement qu'en Chine, ça marche plutôt bien, par exemple. Oui, ça marche. Alors là, on est vraiment dans la partie des monnaies numériques dites retail. C'est ça. Si on regarde l'autre catégorie, qui est donc celle qu'on appelle wholesale, donc en français, c'est interbancaire. Là, on voit des banques centrales qui sont relativement avancées. Et on peut parler... Pardon, juste avant qu'on les explique. Donc, une monnaie digital retail, son unique objectif, c'est de permettre un nouveau mode de paiement finalement au sein du pays ou même à l'international, mais avec la monnaie nationale. Oui. La monnaie, du coup, que vous appelez wholesale, elle va servir à quoi? Alors, cette monnaie-là, elle sert surtout à faciliter tout ce qui est ce qu'on appelle le règlement livraison, en fait. C'est faciliter les infrastructures de marché. Donc, toutes les opérations qui peuvent se passer entre les institutions bancaires, les banques entre elles ou les banques commerciales et les banques centrales. Donc là-dessus, justement, on voit, on va dire, plusieurs cas d'usage. Déjà, ce qui est notable, c'est qu'on voit pas mal d'initiatives qui mettent en avant plusieurs banques centrales. Donc on voit des collaborations entre les pays, et notamment pour tout ce qui est paiement transfrontalier. Et donc, on parlait de l'Europe. Vous disiez effectivement sur les initiatives retail, quoi qu'il y en a, mais en tout cas, on peut noter la Banque de France, qui est plutôt bien située, puisqu'elle est 5e dans notre index cette année, et qui lance en parallèle en fait des expérimentations. Il y a à peu près 9 expérimentations qui ont cours avec des banques et puis différentes technologies.
9 expérimentations au niveau de la Banque de France pour du paiement interbancaire ensuite. Exactement. Alors je vois également qu'il y a le Canada, il y a Hong Kong, il y a Singapour qui eux aussi, c'est quoi? C'est au stade d'expérimentation aujourd'hui ou c'est déjà utilisé? Alors c'est encore des expérimentations, c'est pas live, mais c'est des expérimentations qui sont très avancées avec des premiers cas d'usage réels, mais on va dire que c'est pas encore actif dans le business day-to-day, quoi. Pourquoi est-ce que... alors sur le côté retail, je pourrais d'ailleurs poser la même question sur le côté retail, mais là plus sur le côté wholesale ou donc utilisation interbancaire, pourquoi est-ce que les banques centrales se mettent sur ce sujet-là et travaillent sur ce sujet-là? D'abord, c'est un sujet de souveraineté. Donc, en fait, c'est un instrument, la monnaie numérique de banque centrale, c'est un instrument financier de souveraineté. Si les banques centrales ne s'y mettent pas, qu'est-ce qui reste finalement? Il reste soit les mêmes initiatives qui sont faites en fait par des organismes privés, ce qu'on appelle les stablecoins, soit finalement ce qui existe en fait avec les crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ether qu'on connaît. Où là l'objectif c'est justement de ne pas avoir d'intermédiaire de confiance, donc de ne pas avoir potentiellement de banques centrales qui viennent réguler. Exactement. Ou alors, il peut y avoir aussi une compétition entre les banques centrales elles-mêmes, puisque évidemment, on peut utiliser une monnaie de banque centrale d'où qu'on soit. Donc, c'est vraiment important pour les banques centrales, et c'est pour ça, vous le disiez dans votre introduction, que 80% des banques centrales ont un projet. C'est parce qu'elles ont bien compris que c'est un sujet de souveraineté nationale. Et alors, vous avez mentionné également les stablecoins. Donc là, pour le coup, c'est des initiatives privées, non portées par des banques centrales. Et on en voit de plus en plus fleurir, en tout cas en termes de projets. Après, toutes n'ont pas encore vu le jour. On a beaucoup plus de stablecoins, par exemple, basés sur du dollar que sur de l'euro. Mais l'euro vient également. Donc là aussi, c'est un sujet porté par des sociétés privées. Alors oui, c'est un sujet qui est en train il y a de plus en plus d'initiatives de stablecoins. Et donc chez PwC, on voulait avoir une cartographie un petit peu des différents types de stablecoins pour bien comprendre ce qu'il y avait derrière. Alors déjà, peut-être le premier point à avoir en tête, c'est que donc, un stablecoin, comme une monnaie numérique de banque centrale, c'est une monnaie qui est indexée sur quelque chose. Le quelque chose, en fait, pour un stablecoin, il peut être en gros de 3 natures. D'accord. Soit ce qu'on appelle la monnaie fiat, l'euro, le dollar que vous mentionnez, soit des actifs qui peuvent être des actifs crypto ou des actifs financiers, quels qu'ils soient. Ça peut être des actions ou des obligations du monde financier traditionnel? Ça peut. D'accord. Soit ça peut être effectivement ce qu'on appelle des stablecoins algorithmiques. Qui ont un peu plus défrayé la chronique récemment. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et là, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué pour collatéraliser, bien sûr, le stablecoin. Et alors, justement, si on regarde les stablecoins, quels sont les plus démocratisés? Parce qu'effectivement, donc on se souvient par exemple de l'épisode de Terra Luna, c'était un stablecoin algorithmique avec un fonctionnement précis. Il n'y avait pas d'euros, il n'y avait pas ce système de 1 euro pour un stablecoin ou $1 pour un stablecoin. Quels sont les stablecoins les plus démocratisés à ce jour en termes d'utilisation ou de projets développés? Donc il y en a vraiment beaucoup. C'est un petit peu comme les crypto-monnaies. En fait, il y en a énormément. Il y a notamment par exemple le Tether qui est assez connu. Si on vous parlait en fait des stablecoins euros, donc l'année dernière il y avait le Loog qui était donc le premier stablecoin euro qui était arrivé sur le marché. Plus récemment, dernièrement, donc il y a Circle qui du coup, alors là je reviens un peu sur les sujets de souveraineté. Donc là, Circle, c'est américain, qui lance en fait un stablecoin euro, donc l'euro aussi, comme Circle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce stablecoin, il est disponible aujourd'hui sur des places de marché qui ne sont pas européennes. D'accord. Alors même que c'est un stablecoin euro, mais développé par une entité américaine. Absolument. D'accord. Et dans les institutions qui sont derrière, il y a des banques aussi américaines. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu de souveraineté qui est extrêmement important. Et donc on considère que l'Europe doit prendre sa place sur cette révolution numérique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des entités privées qui se saisissent du sujet, ou qu'on voit un retail, une monnaie digitale retail émerger d'une banque centrale ou européenne ou de la Banque centrale européenne? Alors, chaque
typologie d'actifs crypto correspond à des cas d'usage différents. D'accord. Le stablecoin, il peut être notamment très intéressant quand il est utilisé au sein d'organisations ou entre des organisations privées. On voit notamment un cas d'usage émerger sur lesquels on travaille beaucoup avec nos clients pour tout ce qui correspond par exemple au paiement intercompagnie. D'accord. Donc on reprend le même fonctionnement du paiement interbancaire, mais on le met en place pour des paiements interentreprises. D'accord. À peu près, exactement. À peu près, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. On voit aussi l'intérêt d'un stablecoin qui va avoir des attributs et notamment des services qui peuvent être programmés autour du stablecoin et qui est intéressant aussi dans tout l'univers du retail. Et on voit énormément d'initiatives en cours qui permettent finalement de pouvoir offrir une possibilité non seulement aux clients de payer, mais aussi d'accéder à des services privilégiés. Alors, une question que je me dois de poser sur un sujet investissement, c'est que les crypto-monnaies sont vues par beaucoup comme un support d'investissement, voire même de spéculation dans certains cas, avec une volatilité plus ou moins grande. Quand on parle de monnaie digitale, que ce soit retail, que ce soit wholesale, que ce soit développé par des entreprises privées, là, on n'est pas du tout dans une thématique d'investissement ou on est quand même aussi dans une thématique d'investissement? Non, on n'est justement pas. Il n'y a pas de volatilité. En tout cas, c'est construit pour qu'il n'y ait pas de volatilité ou un minimum de volatilité, même si il peut y avoir des contre-exemples. Et justement, on n'est absolument pas dans des outils de spéculation comme il peut y avoir dans certains cas autour des crypto-monnaies. On est dans des outils de paiement. Après, la question, c'est qui paye, effectivement, est-ce que c'est des entreprises, des banques ou des particuliers? Oui, et c'est des cas d'usage encore une fois différents. L'intérêt, c'est que comme tout est automatisé, on a des coûts de transaction qui sont beaucoup plus faibles. D'accord. On a cette automatisation aussi qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui rend finalement le système beaucoup plus fiable. Et alors, il nous reste quelques secondes. Un mot sur la sécurisation ou la sécurité. C'est un sujet aussi, j'imagine? Qui est un sujet absolument clé parce que, bien sûr, il y a toutes les opportunités que j'ai décrites. Quand on accompagne, quand chez PwC, donc on accompagne nos clients, que ce soit des banques centrales ou que ce soit des organismes privés, autour de l'émission de monnaie numérique de banque centrale ou bien de stablecoin, on regarde les risques qui sont associés, la cybersécurité étant évidemment un des risques clés, mais il y a aussi d'autres natures de risques, comme notamment tout ce qui tourne autour du risque de crédit. Merci beaucoup Pauline Adam-Calfon, merci d'être venue sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes associée responsable de l'activité blockchain et crypto chez PwC France. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dès demain à 12h30 en direct sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse.